300 millions de critiques, nous sommes avec Angéline Cherf, qui est conservateur donc de la magnifique fondation Vuitton, ouverte maintenant il y a plusieurs mois et qui a collectionné depuis son ouverture des expositions formidables, consacrées donc aux clés de la passion pour revoir tout l'art du XXe siècle. Puis après cette extraordinaire exposition de ce collectionneur russe Choutkin, où on a vu des œuvres majeures de la fin du XIXe et du XXe siècle. Et puis donc maintenant une exposition consacrée à l'art africain, je l'ai dit, avant donc d'aborder une exposition, une autre, consacrée au chef-d'œuvre donc du MoMA à New York. Angéline, bonjour, merci d'être ici. Je rappelle que vous appelez Angéline Cherf, que vous êtes conservateur ici même. Comment se construit la politique éditoriale d'une fondation comme celle-ci ? Bien, elle oscille entre deux grandes missions, qui sont la première de revisiter l'art moderne, avec des expositions patrimoniales sur le XXe siècle, et puis l'autre mission qui est donc de la prospection, d'être au cœur de l'activité, de la création contemporaine. Ce que nous vivons actuellement avec l'exposition Pigozzi. Oui, et avec l'exposition Afrique du Sud, être là, qui est consacrée à la génération des années 90 en Afrique du Sud. Donc un regard très contemporain sur l'Afrique. Avec des artistes comme Jane Alexander, William Kentridge, etc., qui sont en train de jouer un rôle dans la scène internationale considérable. Angéline, il y a une chose qui est justement assez intéressante dans l'art d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu, c'est qu'au fond, le Paris du 19e siècle, je ne parle même pas de ce qui s'est passé avant, puis après, donc, on est arrivé à New York, à Londres, etc., mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de centre. Comment vous appréhendez ça, vous, conservatrice ? Ah ben, c'est passionnant parce qu'on vit la mondialisation à différentes vitesses, dans différents endroits du monde. Et en plus, on a la capacité, la possibilité d'aller les voir de visu grâce à l'accélération des déplacements. Donc c'est une époque passionnante. Oui, il n'y a plus de centre, comme l'ont été Paris et New York ou Berlin à un moment. Ça n'existe plus aujourd'hui. Paris, Londres, New York restent des centres d'activité très forts, mais en même temps, des tas de scènes émergent et on a la possibilité de faire traverser ces scènes et de les faire se rencontrer. Mais c'est vraiment la différence de vitesse de mondialisation qui est dans différents endroits du monde qui est passionnante aujourd'hui. Nous parlons, et nous avons beaucoup parlé donc ici de l'exposition consacrée à Pigozzi, sa collection, celle des Sud-Africains, et donc on peut annoncer donc, pour la rentrée donc à l'automne ces chefs-d'œuvre du MoMA qui nous ramènent à ce que vous présentiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect patrimonial, mais transporté ici même, abrité par ce bâtiment somptueux de Franck Gehry. Qu'est-ce que nous allons voir ? Eh bien, nous allons voir Être moderne, donc quelque part le MoMA s'expose, raconte son histoire, raconte sa collection des chefs-d'œuvre du 19e aux chefs-d'œuvre du 21e siècle. Donc les racines européennes de la modernité, puis l'expressionnisme abstrait, le pop art, l'art minimal, les années 70, et puis la toute récente création contemporaine. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour les amateurs d'art, que vous êtes tous, puisque vous nous suivez sur 300 millions de critiques et sur TV5 Monde, c'est que les Pollock, les Rothko et l'autre de la génération des années 50, puis après même le pop américain, ils ne sont pas très présents. Ils sont souvent là à titre d'exposition, mais pas très présents dans les musées français. Pas assez, bien sûr. Ouais. Oui, donc on va avoir l'occasion de voir les chefs-d'œuvre de cette grande période de l'art américain. Oui, les chefs-d'œuvre de l'expressionnisme abstrait qui seront magnifiques dans ce bâtiment, qui est un bâtiment dont une réflexion sur l'espace et aux dimensions un peu démesurées qu'a donné Franck Gehry aux espaces ici. Donc je pense que la peinture, l'expressionnisme abstrait sera superbement installée ici. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un tableau fétiche ? Quelque chose qui vous a poussé à faire cette carrière ? Je ne sais pas, dans l'enfance, dans l'adolescence ? Oui, j'ai l'homme au gant de Titien que j'ai rencontré à 12 ans dans une visite scolaire. C'est ce qu'on appelle la rencontre, dont on discutait, la rencontre d'un
d'un visiteur avec une œuvre qui est tout à fait unique, comme on rencontre des êtres uniques dans sa vie. Eh bien là, on rencontre un tableau unique qui vous marque à vie. Merci mille fois. Donc voici pour le programme qui a été réalisé et qui va être réalisé par la Fondation. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Bonne journée à vous et bon travail, puisque l'été va être un peu compliqué pour monter cette exposition qui aura lieu à l'automne. Voici le sommaire, donc. Après un premier album sorti en 2015 et qui les a fait connaître dans le monde entier, le groupe malien Songoï Blues sort le très attendu Résistance. Nous en parlons dans 300 millions de critiques. C'est la grande expo parisienne de l'été. Le Centre Pompidou présente la plus complète des rétrospectives consacrées à l'œuvre de David Hockney, l'occasion d'évoquer les grandes expos d'été de nos différents espaces francophones. Agnès Varda, figure de la nouvelle vague, et le street artiste français JR, connu pour ses portraits géants collés partout dans le monde, ont fait un film en duo et il s'intitule Visage Village. Les chroniqueurs l'ont vu, aimé et vous en parlent. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà pour le sommaire, mon cher Yves. Bonjour Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, que nous sommes ravis d'accueillir. À ses côtés, Estelle Martin, qui elle aussi représente, vous le savez, TV5 Monde, ainsi que Lise-Laure Etia. Ma chère Lise-Laure, bonjour. Estelle, bonjour. Michel Serrouti, la radio-télévision suisse, et Myriam Fémiou, que je salue. Bonjour Michel, Radio-Canada. Le premier sujet consacré à Songoï Blues. Après donc Music in Exile, donc sorti en 2015 et qui les a fait connaître dans le monde entier. C'est un groupe assez fantastique, donc de Maliens. Songoï Blues sort un deuxième album très attendu qui s'appelle Résistance. Il est produit par le producteur anglais en vogue qui s'appelle Elf Kid. Il comporte une flopée de participations et de collaborations prestigieuses. Iggy Pop, Stealing Chips, Luxury. Écoutons-les. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Oh, 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 c'est chaud. Ah, c'est là. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Oh, 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 c'est chaud. Première question à l'historien que vous êtes, mon cher Yves Bigot. Est-ce qu'il y a déjà eu, dans l'histoire de la musique africaine, des groupes qui faisaient, en gros, du John Mayall fait par des Congolais ou du Muddy Waters joué par des Béninois? Est-ce que ça a déjà existé? Oui, bien sûr. Déjà, Amadou Bakayoko, de Amadou et Mariam, c'est un guitariste de rock et un guitariste de blues. Il y a évidemment au Mali cette tradition dont d'ailleurs on imagine, sans pouvoir réellement trouver les véritables racines et les véritables traces, mais que le blues aurait des origines au Mali. Alors évidemment, le maître qui a enregistré notamment avec Ray Cooder, c'est Ali Farka Touré, qui a maintenant à son fils, qui s'appelle Vieux, alors qu'il est le fils. Donc il aurait dû être le jeune Farka Touré, mais c'est Vieux Farka Touré. Et puis évidemment, il y a tous les groupes qu'on a découverts depuis quelques années, les Tinari Wen, Tammy Crest, etc., qui jouent cette espèce de blues du désert, assez funky et électrique. Électrifié, 3 guitares, batterie. Basse aussi. Et Songoï Blues, on va dire, c'est, je pense, la vague d'après. C'est-à-dire, c'est ceux qui arrivent de manière totalement décontractée. C'est simplement de jeunes Maliens qui prennent des instruments électriques et qui jouent la musique d'aujourd'hui et qui sont inspirés autant par, évidemment, la musique malienne traditionnelle et Ali Farka Touré que par... C'est ce qu'on entend surtout avec le chant, qui est un chant, justement, qui est aérien, qui rappelle, justement, la tradition des griots africains. Exactement. Et où, en revanche, ils sont... Et d'ailleurs, ils ont repris sur un EP qui a été ensuite chaîné sur leur premier album, c'est-à-dire dans une version augmentée de leur album Music in Exile. Ils reprennent Kashmir de Led Zeppelin, ils reprennent Should I Stay or Should I Go des Clash, etc. Donc c'est vraiment un groupe qui est dans le moment, même si ce qu'ils jouent, c'est aussi la musique du Nord Mali. Et aujourd'hui, ils arrivent comme ça à conquérir la planète avec ce son qui mélange du blues,
de la musique africaine, du funk, et puis surtout, il faut dire une chose, c'est un super bon groupe, au-delà de, de toutes les références qu'on peut trouver. C'est aussi simple que ça, c'est d'évidence, il suffit de les écouter, ou il suffit de les voir. Ils tournent d'ailleurs au mois de novembre, ou d'octobre, pardon, au Canada. Ils sont à Montréal, Toronto et Vancouver. Pour la deuxième fois. Ouais, tout Voilà. à fait. Puisqu'il vous a donné la parole, Myriam, vous les avez connus, vous les avez appréciés, vous les avez aimés. Beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'album Music in Exile, donc leur premier essai. Et ils se sont hyper bien entourés sur ce deuxième album-là. Iggy Pop est là. Il y a un rappeur londonien qui est venu travailler à titre de producteur sur cet album-là. Donc, oui, Elf Kid, justement. Et ça donne, je trouve, une dimension encore plus intéressante à l'album, qui a été comparé à un album punk, selon le magazine Rolling Stone. Là, je pense qu'on peut se calmer dans les analogies, mais c'est un groupe qui a vraiment le rock. L'énergie, il y a une sorte d'énergie. Exactement. Ça, c'est vrai. Et l'énergie aussi de leur histoire. Ils sont chargés du conflit de 2012 au Mali. Donc, il y a une espèce de rage, de peur, d'urgence et aussi une volonté de vouloir aussi faire la fête, de dénoncer ce qui se passe chez eux, mais aussi une volonté de faire la fête, de parler de leur réalité de jeunes de la capitale Bamako. Et comme je disais tout à l'heure, ils se sont hyper bien entourés. Je trouve qu'il y a une espèce de mode ces temps-ci de vouloir travailler avec des musiciens maliens. Il y a Damon Albarn qui l'a fait il y a quelques années, mais M plus récemment. Vous avez remarqué que depuis quelques semaines, on parle systématiquement, quasiment de chanteuses ou de musiciens maliens. Mais c'est vrai que le Mali a toujours été, avec Kinshasa et le Congo, c'est quand même les deux principaux berceaux de la musique en Afrique francophone, en tous les cas. Ouais. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est lié au conflit c'est vrai que des périodes de conflit, c'est toujours... Est-ce que ça donne envie de créer? Parce que c'est vrai que là, c'est quand vous retournez étonnant. vers moi quand il s'agit de conflit. Non, étonné, non, pas du tout. Oui, j'étais là pendant la guerre de 14 et le surréalisme est né de la guerre de 14. Voilà, mais c'est ça. Témoignait Guillaume Durand. Eh bien, non, mais on peut se poser la question, Mais bien sûr, est-ce que c'est devenu tendance d'être avec des artistes maliens? C'est vrai que je me suis posé la question, enfin, je ne sais pas s'il y a une réponse, il y en a peut-être plusieurs, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir le nombre d'artistes maliens dont on parle. Lise-Laure, répondez. Non, mais je pense que depuis que c'est pas seulement le conflit malien, depuis Ali Farka Touré, c'est une musique qui a énormément voyagé, qui s'est internationalisée avec tous les partenariats qu'il y a eu. Donc je pense que c'est pour ça que cette musique malienne est aujourd'hui connue. Et parlant de Songhai Blues, moi ce que je trouve, c'est que c'est un bel exemple aussi pour la jeunesse, parce que comme disait Myriam tout à l'heure, ce sont des gens qui sont partis du Nord Mali à cause de la crise, mais qui n'ont pas traversé comme beaucoup de jeunes traversent en disant on n'a plus d'avenir au Mali, donc le seul espoir ce serait en Europe. Non, ils ont continué à chanter dans les clubs au Mali, le temps de se faire repérer, de se faire découvrir. Et je trouve que pour la jeunesse, c'est un bel exemple de se dire qu'on peut aussi réussir au pays, même si après il y a des gens qui vous permettent de vous... Leur album est quand même sorti d'abord en Europe avant de sortir au Mali. Ils sont fait connaître, enfin ils ont fait connaître au Mali, mais leur mais c'est premier titre, justement aussi parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont plus connus en fait à l'extérieur qu'au Mali. Ça n'a aucune importance, ça. Mais si, parce que pour essayer de rattraper ça, justement, ils chantent en français maintenant aussi, pas seulement en anglais, en peul et en bambara. Mais ils ont le titre Bamako, encore une fois. Voilà. Bamako, que moi j'aime moins, parce que Bamako, je trouve que c'est... Oui, non, je rebondissais sur ce que disait Yves. J'aime moins Bamako parce que ça me rappelle Amadou et Mariam en moins bien, mais sinon, j'aime tout le reste, tout leur album. Et je pense que le fait qu'ils soient plus connus à l'extérieur qu'au Mali, bon, c'est peut-être parce que c'est un groupe jeune, hein, leur premier album, c'est 2015, mais il y a par exemple ceux qui dans le nord du Mali sont plus écoutés. Il y a Afel Bokoum qui est le neveu de Alpha, comment il s'appelle, c'est pas grave. Du père de vieux Farka. Ali Farka Touré. Voilà, merci d'Ali Farka Touré. Et donc, je pense que d'ici là, ils auront une plus grande aura. Voilà, mais il y a une chose qu'on évoquait tout à l'heure, je parlais de John Mayall, c'est vrai qu'il y a une perspective qui ressemble un peu à ce qu'ont connu les musiciens anglais dans les années 60, qui ont fait
qui sont passés tous par le blues, qu'il s'agisse des guitaristes de Led Zeppelin, enfin, ils appartenaient tous à des groupes de blues. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous qui aimez le jazz, que quelque chose est parti, justement, qu'il y a un lien entre ces musiciens africains et, il faut bien le dire, l'Angleterre? Aujourd'hui, ce groupe-là, il est managé, on en revient encore une fois, on parlait la semaine passée d'Ina Modja, on retrouve Stephen Budd d'Africa Express, qui est derrière ce groupe-là, et Damon Albarn, Blur et Gorilla, ce sont eux, au niveau du management, pas forcément au niveau de la production, qui sont derrière ce groupe-là. Et du coup, on se retrouve avec un groupe qui cartonne hors du Mali, et notamment dans les pays anglo-saxons. J'ai regardé la tournée de Songhai Blues cette année. Ils sont hyper présents en Amérique du Nord. Ils font une grande tournée aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Irlande. Ils ne sont pas très présents finalement en Europe et en France. Ils ne jouent pas du tout en Suisse cette année, alors même qu'ils y sont passés précédemment. Ils ont le profil absolu pour jouer à Montreux. Ils ont joué, mais dans les années précédentes, mais pas cette année. Mais c'est vrai qu'à part ça, pour revenir simplement sur la musique, ce croisement entre Toumani Diabaté, Ali Farka Touré, et puis c'est pas Led Zepp qui sont capables de jouer, je trouve ça extrêmement jouissif comme musique. C'est un très joli groupe, quoi. Il faut on n'est pas en train de les rater, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais justement, pourquoi il y a ce lien direct entre ces musiciens, cette région du monde et l'Angleterre, plutôt que Paris parce que ça a souvent été Paris le débouché, justement, de beaucoup de musiciens africains. C'est vrai. Mais en l'occurrence, simplement parce que les Britanniques, il faut le reconnaître et l'admettre, et dans le monde du rock, on le sait depuis longtemps, sont plus entreprenants. C'est eux qui prennent l'initiative, c'est eux qui investissent aussi, et puis c'est eux qui ont le circuit. C'est-à-dire que dès que vous avez un manager anglais ou un producteur anglais qui débarque, que ce soit à Bamako, à Abidjan, à Kinshasa ou ailleurs, le circuit, à la fois de maisons de disques, de management, de tournées, il est directement en place. Alors qu'en France, on va faire le tour des clubs un peu spécialisés dans Paris, et puis après, c'est le circuit des festivals l'été, puis c'est terminé. Mais est-ce que c'est pas aussi sur le plan musical, parce que c'est pas transformable, je vais employer une autre expression. En variété française. Voilà, en variété. Bien sûr, évidemment. Évidemment, malgré ce que Mathieu Chédid, notamment, essaie de faire, et ce que Emmanuel mais c'est un Debure... autre son, justement. Ce que fait Mathieu au Mali, justement, on en parlait dans cette émission, il y a un côté vraiment pop française, qui n'est pas du tout rock anglo-saxon, entre guillemets, et qui fait la spécificité de ce qu'est capable de faire Mathieu Chédid, je trouve intéressant. Mais effectivement, on peut entendre ce que dit Guillaume, on est vraiment dans un monde un peu rock, blues, anglo-saxon, dans la lignée des années 60, 70, et on poursuit cette tradition-là. Vous avez tout à fait raison, et Guillaume, votre comparaison était la bonne. C'est que bêtement, quand vous écoutez Songhai Blues, ça sonne comme de la musique, certes africaine, mais comme de la musique américaine. Oui. Ça sonne pas comme de la chanson française ou de la variété française. Donc le avec chemin, ce chant il est évident. Avec ce chant au perché qui est très différent et qui rappelle justement l'Afrique. Est-ce qu'il y a des sons... Ou Robert Plant. Ou Robert Plant. Qui s'est beaucoup, évidemment, lui-même inspiré. Alors, il chante comme Little Walter en jouait de l'harmonica, mais il chante aussi, effectivement, comme les griots africains. Et Songhai Blues a beaucoup écouté Led Zepp. Oui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Je ne vous frappe pas. Non, sur TV5 Monde, c'est une chaîne extrêmement chic. Alors, avec une fleur. Voilà. Je donnais une fleur à Guillaume Durand. Non, je trouvais que moi, il y avait aussi un son très funky, très groovy. On le voit avec Dabari, où on a tout de suite envie de danser. D'ailleurs, Aliou Touré, qui est le chanteur de ce groupe, ils sont 4, lui, il a dit il faut faire danser. D'ailleurs, c'est amusant aussi, cette allusion en France, pas seulement, mais dans le pays, dans la francophonie, on connaît Amadou et Mariam, avec Un dimanche à Bamako. Là, ils ont repris Bamako, mais là, c'est les nuits, les samedis à Bamako. Il fait très chaud, il fait chaud pour reprendre la chanson. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce son presque... Alors, oui, c'est ça, funky, groovy, où on a envie de danser, où c'est vraiment assumé, et c'est on fait comme ça. Et vraiment, et c'est pour ça que l'album est extrêmement réussi. Je suis le plus grand praticien de la danse assise, si vous voulez. C'est la danse de plus de 50 ans. Voilà. Non, mais c'est juste, voilà, moi, je trouve que ce son remonte, effectivement, on a des sons qui reviennent des années 70, on a vraiment cette... et en même temps, c'est très varié, puisqu'il y a aussi toute cette culture malienne, la musique, les voix, qui sont très particulières. C'est un album que j'ai trouvé extrêmement réussi. Sur Twitter, le compte francophone des actualités de l'ONU a partagé une citation de Songhai Blues, qui a joué récemment au siège de l'organisation à New York. On ne peut pas éteindre notre culture, on ne peut pas éteindre notre musique. Vous nous suivez sur Twitter, sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission. Je ne sais pas pourquoi je prends une voix tout d'un coup sépulcrale aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. C'est le bluesman en vous, voilà. Guillaume.
Au revoir, Lise-Laure. Au revoir. Deuxième sujet, c'est la grande exposition parisienne de l'été en collaboration avec la Tate Britain de Londres et le Metropolitan Museum de New York. Le Centre Pompidou à Paris donc présente la plus complète exposition rétrospective consacrée à l'œuvre de David Hockney, donc, qui fêtera ses 80 ans à Paris, qui, vous le savez, est une figure majeure du pop art. Ses tableaux sont célèbres et pourtant ils sont peu nombreux à travers le monde, d'où l'intérêt d'aller voir ces rétrospectives. Je vous propose d'en découvrir quelques images avant d'en parler plus en détail. Et puis nous parlerons aussi, dans cette partie de l'émission, des grandes expositions qui nous attendent cet été un petit peu partout dans les espaces francophones. Mais commençons par Hockney que voici. Une allure dandy, très britannique et un petit côté retraité californien. David Hockney, 80 ans, déambule au milieu de ses toiles. C'est la première fois que la France lui consacre une telle rétrospective. Cette exposition est incroyable. On peut y voir mes dernières peintures. L'une a été terminée il y a un mois seulement. Je suis très fier de mes œuvres. Je pense que cette exposition est vraiment incroyable. Aimer la vie, une injonction que l'on retrouve dans ses œuvres. La couleur éclabousse les murs du Centre Pompidou. David Hockney est une figure du pop art. Des peintures comme A Bigger Splash sont devenues iconiques. Une vision fantasmée de la Californie, mais pas seulement. La façon dont David Hockney peint l'Amérique, c'est une Amérique pelliculaire. Une Amérique qui a fait le choix du bien-être matériel, qui a fait le choix de la consommation. Et c'est ce que dit David Hockney quand il découvre la Californie. Il est sidéré par la dimension superficielle de l'existence américaine. David Hockney, c'est surtout un expérimentateur. Du Polaroid à l'iPad, il a toujours utilisé les dernières techniques pour renouveler l'art du portrait, du paysage. Ici, il utilise une tablette pour dessiner ses personnages. Une démarche qui fascine Olivier Assayas. Le cinéaste français se pose les mêmes questions que lui. Est-ce qu'on regarde le monde? Comment est-ce qu'on regarde, je ne sais pas, une rue, un bois, un sous-bois? Comment est-ce qu'on le fait d'une manière qui nous parle aujourd'hui, qui fait qu'on regarde un sous-bois comme on ne l'a jamais vu avant? Et ça, c'est ça qui est merveilleux dans les paysages du Yorkshire qui sont à côté, où il filme avec 16 caméras en mouvement les 4 saisons d'un même chemin de campagne. Et il y a quelque chose qui nous donne une émotion extraordinaire parce qu'on l'a vu 1000 fois et on ne l'a jamais vu. Et ça, c'est le génie de Hockney. Un génie qui fait penser à un autre, un certain Picasso. Lui aussi s'est battu avec la figure, lui aussi s'est constamment renouvelé. Deux artistes qui ont regardé le monde autrement, qui ont parfois choqué et souvent séduit. Donc je salue Pascal Bourgault qui vient de nous retrouver. Nous allons commencer donc avec vous, ma chère Estelle. Oui, avec David Hockney, vous voulez dire. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous allez en... C'est vrai que vous ne lui ressemblez pas tellement. Non, je n'ai pas encore atteint les 80 printemps. Ouais. Mais cela étant dit, il a la même coiffure que vous. Exactement, comme Donald Trump. Et en plus, nous avons quelques goûts en particulier, donc pas seulement les piscines. Non, je plaisante, c'est le plus grand artiste britannique, mais vous en parlerez bien mieux que moi. Mais c'est vrai qu'il a la couleur qui est incroyable. Et après, ce qui est intéressant, c'est une grande rétrospective où on voit aussi ces jeunes années où David Hockney est homosexuel. Je ne dis pas qu'il le revendique, mais voilà. Mais c'est vrai que ça nous rappelle aussi cette rétrospective, qu'il y a une période de sa vie. Alors là, il y a tout le monde s'émerveille devant son œuvre, mais à l'époque, être homosexuel, dans les années 60, ce n'était pas très simple. Et donc, il y a toutes ces toiles que l'on peut revoir où vraiment il l'affirme, mais en même temps, tout en étant... Comme Francis Bacon. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant de revoir toute cette rétrospective sur David Hockney, qui est le plus grand artiste britannique, je l'ai dit, mais en France, par exemple, c'est la plus grande rétrospective qui lui a été dédiée. Et nous, on a, à moins de traverser la Manche, on n'est pas aussi habitués. Après, voilà, vous l'avez dit, c'est quand même une œuvre hédoniste, une œuvre où elle est saturée de couleurs, où le travail aussi en transparence, avec tout ce qui a été fait autour de piscines, de jets d'eau, la figure du double aussi. Mais je pense que Guillaume, alors moi je pourrais en parler évidemment, puisque j'ai vu cette exposition et que c'est un peintre incroyable, mais c'est vous qui êtes totalement fan. Je me souviens que vous nous aviez montré ce magnifique album Sumo, oui, voilà, chez Taschen, exactement, oui. de chez Taschen. Les couleurs, vous les découvrez, là, c'est les vallées de Los Angeles. Effectivement, Yves connaît ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'albums qui ont été enregistrés par beaucoup d'artistes. Par exemple, on parlait souvent du Laurel Canyon. C'est vrai, le pop art a accompagné la pop musique, en fait. Et
Warhol a joué d'ailleurs un rôle de déclencheur dans la carrière de Hockney. C'est lui, en fait, qui lui a dit il faut que tu inventes de nouvelles manières de représenter la nature. Et comme vous y faisiez allusion tout à l'heure, en fait, les chansons de Johnny Mitchell ou des Eagles pourraient être la bande-son des toiles de Hockney, en tous les cas de ces toiles californiennes, quand il décrit justement ce paysage californien qui pourrait être celui de la Méditerranée d'ailleurs aussi. Tout à fait, la lumière, le bleu présent voilà, partout. ces couleurs très fortes, ce bleu, ces verts, ces rouges. Et puis il y a aussi cette espèce de représentation comme ça de la vie plus vraie que la vie. Et c'est caractéristique évidemment du principe même du pop art, mais on a pu voir aussi un certain nombre de pochettes, alors pas toutes évidemment, un certain nombre de pochettes de Pink Floyd aussi venir rechercher ces espèces d'ambiance, ces espèces d'atmosphère comme ça, où on a le sentiment que le temps se fige, le temps d'une toile, et où il devient une éternité. Et par ailleurs aussi, il y a l'aspect de la modernité, puisque Hockney, à la fois, il n'est pas que peintre, il est aussi décorateur, photographe, graphiste, etc., et qui travaille aussi de manière très originale. Vous connaissez cette toile à propos du Grand Canyon, qui en fait est fabriquée de 60 toiles différentes, et qui permettent de représenter la réalité mieux que la réalité elle-même, si on devait la voir avec nos yeux, puisqu'elle représente presque la vision de ce que serait chacune des facettes de l'œil d'un insecte. Vous savez que les insectes ont des yeux avec de très nombreuses facettes, et comme ça, donc, on est dans du plus vrai que la vérité. Et alors, récemment, il travaille maintenant avec des iPads. De iPad, de iPhone, etc. Donc, c'est un peintre qui, malgré son âge maintenant très avancé, comme tous les gens qui viennent de l'univers pop, continue de travailler avec la technologie, avec la modernité, et donc de présenter ce qui est évidemment toujours intéressant chez un artiste, quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. Pascal, vous vouliez nous parler d'autres expositions, car il n'y a pas simplement celle d'Hockney qui marque les temps que nous vivons. Exactement, donc il y a aussi des grands rendez-vous d'été en francophonie, notamment en Belgique. Alors nous, on est très loin des piscines, on va dans le bassin sidérurgique de Liège, et c'est une exposition qui se déroule à La Bovry, donc à Liège jusqu'au 17 septembre, et qui retrace 200 ans d'aventure industrielle. Alors, c'est très interactif, c'est-à-dire qu'il y a une locomotive qui est reconstituée, des outils, il y a de la 3D, etc. Voilà, à voir, à Liège jusqu'au 17 septembre. Myriam. Moi, je vous amène à Montréal, et c'est mon petit hommage à bas prix à Jean-Paul Gaultier, à qui cet été... Marinière. Oui, exactement, la jolie marinière, à qui on fait pour une deuxième fois en 10 ans, une espèce d'hommage à ses créations. La semaine dernière, on parlait de l'art et du luxe qui se mélangent. Ben nous, c'est dans les musées que ça se passe. Il y avait eu Yves Saint-Laurent, il y a quelques années, au Musée des Beaux-Arts, dont on a exposé les œuvres et le travail. Et là, pour une deuxième fois, donc Jean-Paul Gaultier. Cette fois-ci, ce sont uniquement ses créations nuptiales, donc robes et costumes de mariée. Et la ligne directrice de cette exposition-là, c'est le mariage pour tous, en fait. Le sous-titre de l'exposition, c'est « Love is Love ». Et ce qu'il a voulu déconstruire par ces magnifiques créations, c'est défaire, déboulonner l'espèce de tradition liée à la famille et au mariage. Michel. En Suisse, il y a 2-3 expos qui sont majeures. Il y a une rétrospective Cézanne chez Janada. Il y a une très jolie exposition sur le futur des musées au Musée d'art et d'histoire à Genève. C'est très intéressant sur le développement des musées. Puis surtout, je pense qu'à mon sens, l'incontournable cette année, cet été en Suisse, c'est à la Fondation de l'Ermitage, c'est au-dessus de Lausanne, qui propose une sélection des tableaux de la Fondation Burlet. C'est un marchand d'armes qui a fait fortune pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un Allemand qui est venu en Suisse, qui s'est naturalisé ensuite, en 1937. Alors justement, cette exposition ne fait pas abstraction, on va dire, de la grande histoire. On a l'histoire de l'art avec les tableaux qui sont exposés, mais on a aussi la grande histoire, c'est-à-dire celle qui a marqué le siècle. Et on explique comment ce monsieur a fait fortune, les tableaux qu'il a pu acheter, certains qui étaient des objets spoliés, donc ensuite qu'il a dû rendre parce qu'ils avaient été volés par les nazis à des collectionneurs, notamment en France. Certains ont été rachetés ensuite aux ayants droit légitimes. Donc on apprend tout ça dans cette exposition. Il y a à la fois des tableaux qui sont vraiment incontournables de l'histoire de la peinture, qui sont exposés, qui sont absolument magnifiques. Le lieu est très beau, la Fondation de l'Ermitage. Et puis, il y a la grande histoire qui entoure cette histoire-là, et autour de laquelle, dont plutôt l'exposition ne fait pas abstraction.
pour moi, c'est effectivement, en tout cas l'exposition, ce ne sera pas David Hockney, parce qu'on ne l'a pas, mais c'est l'exposition à visiter jusqu'à la fin du mois d'octobre à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne. Vous nous suivez sur Twitter. Eh bien voilà, la température estivale a donné envie à Michel Grossier, mon camarade de Radio Classique, qui tweet lui aussi de se plonger dans la piscine de David Hockney en partageant son tableau de Bigger Splash. Vous nous suivez sur Twitter, sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous allons participer à un dernier débat qui sera consacré à Agnès Varda et à JR, autres artistes, mais je vous propose de faire le tour du monde de l'actualité francophone auparavant. Milou, regarde ça, la licorne. C'est une pièce tout à fait unique. La licorne n'avait finalement pas révélé tous ses secrets dans cet album publié en 1943. Le mystère de ce vaisseau se cristallise dans cette maquette qui servira de modèle ARG. Les voyages extraordinaires d'Ella Maillard, une plongée au cœur de l'Asie centrale pour faire revivre les souvenirs et les récits d'une autre époque. Celle où tout était encore à découvrir, chaque voyage est devenu une légende. Guidée par une bande sonore, l'œuvre prend la forme d'une marche. Aboutissement de 6 mois de travail, les visiteurs déambulent et découvrent les expositions dans des lieux insolites. Au fil des explications, les lecteurs redécouvrent le polar de Kate et ils revisitent Bruxelles, devenue un instant la capitale de l'inattendu. Quand on passe d'un quartier à l'autre, ça change dans une façon dramatique quelquefois. Montréal est un lieu de tournage prisé. L'an dernier, 717 productions ont été réalisées dans la métropole. Imaginons the people. Yoko Ono est accusée de tous les maux. Elle est celle qui affaiblit les Beatles et personne ne lui reconnaît le rôle de muse. Injustice réparée. Hier soir, l'association des éditeurs américains a donc ajouté la signature de Yoko à celle de John. Imagine se conjugue désormais au masculin et au féminin. Oui, Art Basel, c'est toujours la Mecque de l'art contemporain, baromètre du marché, mais cette année avec un élan de kermesse. Peut-être parce que finalement ici, tout est jeu, même lorsque des millions sont brassés. Monsieur Chat en profite donc pour promener son fidèle matou au large sourire, partout. Même après 20 ans de carrière, le franco-suisse conserve cette addiction à la rue, aux espaces peu accessibles. Leur message dit poliment, réparer le monde. Prophet Suffrage a offert un concert mémorable à Festineuch, guitare saturée, rap énervé pour une musique plus qu'engagée. C'est pourquoi il est impératif que des jeunes artistes comme moi s'engagent dans cette voie de sensibiliser nos politiques et les politiques de partout à vraiment faire des deals équitables pour que les habitants de toute la planète, d'où qu'ils soient, aient les mêmes chances que tout le monde de s'en sortir en travaillant. Après 11 longs métrages 100% urbains tournés à Paris, Barcelone ou New York, le réalisateur Cédric Clapiche s'offre pour la première fois un film à la campagne. Bien le silence, s'il vous plaît, moteur demandé. Le 20 star de cinéma, 10 ans qu'il en rêvait. Regardez bien, car peu de gens connaissent cet endroit. Le château de Boisgeloup, c'est le refuge secret de Picasso en Normandie. Pourquoi vous vouliez escalader la grille du domicile de Solange Roscoe? Parce que c'est chez moi. Ah non, chez vous, c'est 73 boulevard Pasteur. Est-il amnésique, paranoïaque ou victime d'une machination? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as enlevé toutes les affaires de mon bureau? C'est mon bureau maintenant. On n'a pas la frustration d'une fin un peu en queue de poisson, il y a une vraie fin. Mais quand on quand on se repasse le fil du film, il peut y avoir 2 lectures différentes. Il y a une seule vérité par contre. Voilà, les événements du Festival de Cannes sera notre 3e sujet. Agnès Varda, qui vous savez est la plus française des Belges, figure de la nouvelle vague, son compagnon Jacques Demy et le street artiste français JR, connu pour ses portraits géants collés partout dans le monde, ont fait leur road movie et il s'intitule Visage Village. C'est un voyage à travers la France qui a été vu au Festival de Cannes et surtout donc au travers de ses habitants à bord d'un camion photographique de JR. C'est un petit peu sa technique. Un film tout à fait émouvant, donc en salle en France le 28 juin et qui a reçu l'Œil d'Or qui récompensait le meilleur documentaire des différentes sections au dernier Festival de Cannes que j'évoquais il y a quelques instants. Nous allons découvrir quelques images et nous allons tout simplement en parler car mes camarades ont vu ce film. Moi j'ai 33 ans. Et toi je dirais plutôt que tu as 88 printemps. Truc
truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Bah ouais, c'est ça le point de départ. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante? Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Les gens y rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. Un facteur, c'est important dans le village. On y va, on part par là-bas. J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Le but, c'est le pouvoir de l'imagination. Mais qui c'est qui a eu l'idée? Lui, hein, pas moi. Moi, je suis pas ferme de mes pieds, je les trouve trop petits. C'est vrai qu'ils paraissent petits. C'est vrai. C'est juste l'installation de l'échafaudage qui est soumis à autorisation. Alors moi, je vais vous dire quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda. Et Chapi? C'est surprenant. Mais l'art, c'est pour surprendre aussi les gens, non? Allez, bonne journée, à revoir. Voilà, Yves, vous l'avez vu à Cannes, sentiment. Écoutez, le sentiment qui était partagé Il est pris à froid, là, boum. Oui, parce que ça remonte déjà, Cannes, hein, c'était il y a plus d'1 mois. D'abord, Agnès Varda, on la voit beaucoup à Cannes ces dernières années. Elle y a reçu une palme pour l'ensemble de sa carrière il y a quelques années. Elle y est très présente. Et ce film, c'est un road movie, comme elle aime bien le faire. Hein, c'est en fait la cinéaste femme de la nouvelle vague, et le style road movie est quelque chose qu'elle a adopté depuis assez longtemps, depuis son premier séjour en Californie à la fin des années 60, où elle avait d'ailleurs rencontré Jim Morrison, parce qu'elle était une des rares amies françaises de Jim Morrison. Elle est d'ailleurs une des rares à avoir vu son cadavre et à avoir été à l'enterrement au Père-Lachaise. Et donc elle a épousé, on va dire, ce genre américain à la manière de la nouvelle vague, ce qui donc lui donne un style très particulier, qui est encore celui finalement assez léger de ce film, qui a été très très applaudi à Cannes après la principale diffusion de ce film, parce qu'il est sur le thème justement un peu de le jeune moderne décalé et de la vieille icône, et avec ce rapport qu'on a toujours très particulier. Lui d'ailleurs vivant, évidemment français, mais vivant une grande partie de l'année à New York. Hein. Oui, j'ai cru que vous alliez dire avec elle, donc ça, je ne suis pas certain. C'est pas. Mais on voit, ils ont un rapport quand même très particulier dans ce film. Justement, où ils se charrient l'un l'autre par rapport à, non seulement à la différence de génération, mais justement à la différence de pratique, qui est celle qui correspond à leur génération. Parce que Agnès Varda, elle faisait à son époque un cinéma très moderne, Cléo de 5 à 7, où l'une et l'autre, enfin l'une chante, l'autre pas. Mais évidemment, ça paraît très classique pour un jeune homme qui fait les choses modernes d'aujourd'hui. Donc cette espèce de décalage de tu es moderne aujourd'hui, mais j'ai été plus moderne que toi quand j'avais ton âge, c'est ce qui fait un peu tout le sel de ce film très singulier, je dois dire, et très particulier. La narration n'est pas prédéfinie, parce qu'ils vont à l'aventure et ils découvrent des gens. C'est l'histoire du film. C'est le principe du road movie, et avec ce principe de la nouvelle vague qui est de montrer la vie telle qu'elle existe vraiment, et pas un facteur, il y a beaucoup de choses. Voilà, comme on la raconte. Estelle, évidemment, ce sont pour des générations différentes des icônes, comme on dit maintenant, d'une manière un peu trop commode. Est-ce que le film vous a plus intéressé
Alors après, j'ai trouvé que la rencontre était intéressante. Alors vous évoquez, juste pour revenir, cette ovation à Cannes. C'est vrai que c'était trop mignon. Agnès Varda, elle a ce côté un petit, très mignon, où elle s'est recouverte avec son petit foulard. Elle a l'air toute gênée. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. C'est vrai que c'était assez touchant. Après, je trouve que la rencontre de ces deux mondes, effectivement, pouvait être intéressante. C'est vrai que ça pouvait fonctionner, effectivement. Et ça fonctionne d'ailleurs souvent dans le film. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est leur regard de photographe, d'artistes, de cinéphiles. On sent qu'ils sont tous les deux, même s'ils ne sont pas de la même génération, ils aiment le cinéma, ils en parlent. Il y a vraiment beaucoup de clins d'œil au film d'Agnès Varda, mais pas seulement, à Godard. Mais ça, je laisserai Michel en parler, parce que ça, c'est vraiment... Moi, c'est ma scène préférée. Hein, vraiment, c'est à la recherche. Un film très... intéressant, même si décrié par certains, de Michel Hazanavicius sur Godard et sa relation avec Anne Wiazemski. Donc ils se promènent, donc ils vont à la rencontre des gens. Tous les deux. Ça fait un peu Harold et Maude. Vous savez que vous connaissez ce couple improbable entre une personne un peu âgée et un jeune. Là, eux, ils font le tour de la France. Alors, des petits villages. Hein, c'était un peu le point de départ. C'est le titre, voilà. Donc, ils vont dans le nord, ils vont dans le sud de la France, et ils repeignent. C'est vraiment la marque de fabrique de JR. C'est ses portraits qu'il prend et qu'il affiche, qu'il colle, et on voit qu'il y a toute une industrie autour de JR. Ça aussi, c'est le côté intéressant, c'est-à-dire de voir comment ça fonctionne. Vous l'avez dit, son petit camion, toute son équipe derrière, parce qu'il travaille en équipe. Il nous montre un peu les coulisses, l'envers du décor. Moi, après, je trouve que JR, il refait un peu toujours du JR, et j'ai redécouvert les photos d'Agnès Varda, que je trouve plus intéressantes que celles de JR. Donc là, pour une fois, le conflit des générations. Vous vous sentez plus proche en âge ça doit être ça. Et la coupe, j'aime beaucoup la coupe d'Agnès Varda. Mais après, je trouve que c'est bien réalisé. Je trouve que l'idée de la rencontre était intéressante. Je suis un petit peu frustrée parce que je trouve que cette spontanéité qui est revendiquée, j'y crois pas toujours. Voilà, et en tout cas, il y a aussi une sorte d'hommage du jeune homme à la dame, non pas indigne, mais en tout cas la grande dame du cinéma français, dont la vue baisse et qui, d'ailleurs, l'avoue peut-être à un moment, parce qu'elle a 90 ans environ, ne pourra plus voir. Donc, pour une cinéaste, c'est effectivement le handicap total. Je voudrais qu'on écoute quand même et qu'on regarde cette ovation qui a eu lieu au Festival de Cannes, car elle a fait le tour du monde et il est important de temps en temps que des Français, fussent-ils d'origine belge, aient une ovation venue des professionnels du monde entier. La voici, cette ovation. Et donc on enchaîne avec vous, Myriam, après cette ovation au Festival de Cannes. Est-ce que vous avez trouvé que cette ovation était justifiée ? Soyez franche. Oui, j'ai beaucoup aimé de ce film ce qui est ça veut dire non, ça. Ouais, exactement. Ça vous a pas plu? Pas vraiment. Par contre, j'ai aimé cette rencontre. J'aime beaucoup les rencontres intergénérationnelles. Je trouvais qu'il y avait beaucoup là. Je trouvais que pour les gens de chez nous qui connaissent peut-être moins la vie de Agnès Varda, de qui elle est, je trouvais que c'était une bonne façon de s'en approcher, de l'entendre parler du vieillissement, de sa maladie des yeux, de la mort. J'aurais aimé même encore plus m'approcher de cette rencontre entre les personnages et les entendre parler pour vrai. Voilà, en fait, peut-être que c'est un prétexte, tout simplement. C'est un jeune homme qui rend hommage à une grande dame avec qui il fait une dernière balade. Après tout, ça a une certaine forme de poésie, cette dernière balade. Michel, le Suisse. Alors, oui, je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est la rencontre entre les deux, et uniquement ça, parce que le reste, les espèces d'interviews et de rencontres avec les personnes, c'est une sorte de sou de pardon. Évidemment, ça nous renvoie à ça quand Depardon a été faire le tour des campagnes, et il l'a fait avec infiniment plus de talent et de profondeur que ce film ne pourra jamais le montrer. Mais il n'y a pas de rapport, c'est pas un film ethnographique, c'est un prétexte complet. Oui, mais c'est un prétexte. Mais du coup, ça parasite un peu, parce que les deux sont tellement bons quand ils sont ensemble. Il y a tellement de choses qui se passent quand JR est avec Agnès Varda, quand les deux discutent, que finalement, ça suffit. Ils auraient pu faire le film juste autour d'eux, de cette interaction, et quelque chose serait apparu. D'autant plus que je pensais à ça, je me disais, les deux... Alors, il y a en plus quelque chose qui les rapproche finalement dans leur carrière. Parce que voilà, Agnès Varda avec La Nouvelle Vague, ça a été un nouveau regard sur le cinéma, mais c'était aussi une nouvelle technique. C'était la caméra à l'épaule, c'était des pellicules qui étaient plus sensibles, de telle manière parce qu'on n'avait plus besoin de bosser en studio, c'était bosser sans permis, sans autorisation. JR, c'est ce qu'il fait aussi quand il placate, quand il monte ses échafaudages sauvages. D'ailleurs, la police vient lui dire « mais vous n'aviez pas le droit de mettre un échafaudage ici ». Donc il est aussi souvent un petit peu dans une forme d'illégalité. Et puis surtout, il a adapté une technique à son œuvre d'art. C'est-à-dire il a créé son camion, sa méthode d'impression, il est capable d'avoir des grandes images.
Et puis, l'évolution technique permet sa façon d'aborder l'art qui plaît ou qui déplaît ou qui plaît moyennement. Estelle disait tout à l'heure, il fait du GR. Oui, effectivement. Oui. Au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif. Moi, ça me plaît pas toujours. Mais en même temps, là où il y a une certaine force, c'est que dans une société où on est submergé par les images, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il a fait une force supplémentaire justement de cette surabondance d'images en nous mettant face à des portraits immenses qu'on est obligé de regarder, et du coup on en revient à voir des choses qu'on verrait peut-être pas forcément et auxquelles on est obligé d'accorder une identité puisque c'est celle d'un personnage. Dans ce sens-là, je trouve qu'il y a quand même une approche qui est intéressante de sa part, même si elle est effectivement un poil répétitive. Et voilà, et dans ce film, on comprend bien cette approche-là, parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il bosse là-dessus, pardon. Il y a une sincérité, parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a une jeune femme, ils la prennent en photo, elle est immense dans son village, enfin, il y a une photo immense, elle est là, elle est omniprésente, et en fait, ils mettent son témoignage où elle dit qu'en fait, ça lui plaît pas du tout, qu'elle n'aime pas du tout être reproduite sur son mur, qu'elle n'aime pas du tout faire les réseaux sociaux. Qu'elle ne s'attendait pas aux réactions. Voilà, et en fait, ils auraient pu l'enlever, ça, en fait. Et c'est vrai qu'après, moi, je pense qu'il y a vraiment une démarche très sincère, là, et de JR, et d'Agnès Varda, ça, je ne le mets pas du tout en doute, et ça pose la question de l'image que vous venez d'aborder. Et donc, pour terminer par rapport à la non-rencontre, effectivement, le film se termine. C'est pas un spoiler en l'occurrence, parce que la presse en a déjà parlé sur le fait qu'ils vont rendre visite à Godard. En même temps, tous ceux qui nous regardent n'ont pas lu la presse. Godard, donc, la rencontre hantée à Rolle. Oui, à Rolle, en Suisse, où Godard habite, puisqu'il est franco-suisse, ce garçon. Et évidemment, Godard fait du Godard, c'est-à-dire qu'il est insaisissable, donc il n'est pas là. Il leur a fixé rendez-vous, il ne vient pas leur ouvrir la porte. Et effectivement, Agnès Varda, qu'il n'a pas vue depuis des années, quand même, 5-6 ans, dit-elle, elle est vraiment touchée, elle est émue, et en même temps, voilà, ses paroles, elle dit je l'aime, mais c'est un chien en même temps, parce que de faire un truc comme ça, c'est pas possible. C'est beau. Il y a une véritable émotion, parce que cette femme est au soir de sa vie, on s'en rend bien compte, elle accorde de l'importance à cette rencontre, il n'est pas là, puis en même temps, c'est typique de Godard et tout ce qu'il a pu faire, il aurait été là, à la limite, ça aurait été presque décevant, en tout cas, et pour le film, et pour le spectateur, voilà. Mais ça va de pair avec ça. Et l'émotion qui naît à ce moment-là entre les deux, elle est splendide et ne fait que renforcer, en tout cas moi, le regret que j'ai. C'est-à-dire, je me dis, les deux auraient suffi dans ce film et il n'y avait pas besoin d'avoir ces espèces d'entretiens qui font une sorte de road movie, mais un côté un peu artificiel, comme ça, superficiel et pas véritablement nécessaire. Voilà, ils sont partis pour une aventure effectivement un petit peu chaotique. Mais c'est aussi un des principes de la nouvelle vague de désynchroniser tout ce qui a comme rapport, enfin, tous les rapports qui peuvent exister avec la réalité. Les premiers films de Godard, vous avez une bande-son qui ne correspond pas au dialogue qu'on voit, une musique qui est décentrée, des images, enfin bref. Voilà donc l'interactivité avec le duo inattendu qui a attendri, c'est le mot d'ailleurs des utilisateurs de Twitter comme Sandra. Les deux qui font la paire, les plus géniaux en ce moment, Agnès Varda et JR. Vous nous suivez sur Twitter, vous retrouvez les infos sur le site internet de l'émission, sur la page Facebook, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Les coups de cœur, Yves. Alors, petit remède à la dépression politique. Donc, vous voyez, c'est vraiment un livre très utile aujourd'hui de Jean-Christophe Brochier, qui est lui-même éditeur et qui publie donc chez Don Quichotte. Un véritable ovni littéraire, mais absolument délicieux, qui mélange en fait une part d'autobiographie, d'événements de l'histoire récente et de l'histoire passée, et aussi une passion absolue pour les Rolling Stones. Ça ne ressemble à rien de connu, et c'est pour ça que c'est passionnant. Et puis, petit remède à la dépression politique, je pense qu'il y a un certain nombre de gens à qui ça risque de parler en ce moment. Estelle. Un coup de cœur pour un photographe, encore un, même plus classique, qui s'appelle Laurent Baheux. Et lui, sa passion, c'est l'Afrique, la faune sauvage en Afrique. Donc, vraiment, il fait de très, très beaux clichés des animaux en Afrique, en noir et blanc. Notamment, je vous invite à les découvrir. Les animaux qui posent ou c'est le lion qui mange l'antilope? Non, noir et blanc, c'est des zèbres, hein, surtout. Ouais. Il y a aussi de très beaux zèbres. Et son dernier album, donc, c'est Afrique sauvage, l'album de la famille. J'adore un cliché qui s'est intitulé Charles Darwin. On voit une hyène rieuse. C'est juste vraiment... La hyène rieuse, c'est quand même assez rare. Si, la hyène rit toujours. Oui, mais elle rit, enfin bon. Donc c'est laurentbaheux.com. Vous pouvez pas faire la hyène rieuse encore? Non, merci, non, surtout je ne peux pas faire la hyène rieuse. Voilà, donc je vous invite à découvrir son travail. Pascal. Alors moi, mon coup de cœur s'appelle Walleye. C'est un premier long métrage signé Bernie Goldblatt, qui est un réalisateur bourguinabé et suisse. Voilà, un premier long métrage qui sort le 28 juin en France, en partenariat avec TV5 Monde. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans qui est un peu turbulent et que son père va envoyer au Burkina Faso chez son oncle découvrir la vraie vie. Voilà.
Michel. Alors, un livre que l'on doit à l'écrivaine suisse Noël Revin, c'est un recueil de nouvelles qui paraît chez Gallimard, Hermine Blanche. C'est délicieusement déjanté, c'est pas surréaliste, mais il y a une fausse naïveté comme ça. Inclinez-le un petit peu pour la caméra. Hop, voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà, merci. Encore un peu. Hop, voilà. Ça, vous le remontez, inclinez-le. Voilà. Télérama disait notamment que ça pouvait ressembler à une suite de sketchs de Zouk, et je suis assez d'accord avec ça. On en redemande en tout cas. C'est formidablement bien écrit. Noël Revin, qui avait d'ailleurs reçu le Grand Prix suisse de littérature il y a une année ou 2 ans de cela. C'est donc chez Gallimard, Noël Revin. Hermine Blanche, je peux que vous le conseiller. Myriam. Eh bien, moi, j'ai un coup de cœur que Michel va probablement me voler dans quelques instants. Ça s'appelle La femme aux cartes postales. Et à travers ce roman graphique publié chez La Pastèque, une maison d'édition vraiment incroyable chez nous, on retrace on retrace l'histoire des cabarets de jazz à Montréal. Donc, à la fin des années 50, début des années 60. Je savais que ça allait vous plaire. Et donc, à travers l'histoire d'une jeune fille qui part de sa campagne pour essayer de faire carrière dans la chanson. Donc, elle découvre les clubs à l'époque de la Prohibition et les clubs anglophones noirs qui sont hyper populaires à Montréal. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Mon coup de cœur sera très simple. Nous sommes à la Fondation, il y a cette exposition à Afrique. Eh bien, allez la voir. C'est la collection de Jean Pigodi. Elle est juste en dessous de nous avec des œuvres, par exemple, du Sud-Africain au-dessus, William Kendridge. Merci 1000 fois. On se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt à la rentrée prochaine, car nous allons prendre de longues vacances. Merci Yves de nous accueillir sur votre chaîne TV5 Monde et passez le plus bel été possible. Ciao. Allah itu jambi, ana tabati, yar si vote.